Bonjour, chers membres de la communauté autochtone de Montréal, ainsi qu'autres auditeurs. Nous allons débuter aujourd'hui le cours numéro 3, donc la perspective des traités. Si vous avez des suggestions, commentaires ou questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Héritage entre les traités des peuples autochtones et les colonisateurs. Dans les leçons précédentes, nous avons appris que les peuples autochtones étaient présents en Amérique du Nord bien avant l'arrivée des puissances européennes. Ces peuples, avec des cultures et des structures politiques complexes, ont vu l'arrivée des colons comme une occasion de créer des alliances et de nouer des partenariats commerciaux. Nous allons donc explorer les traités, les accords conclus entre les peuples autochtones et les empires coloniaux, en particulier dans la région qui allait devenir le Canada. Vous voyez sur l'image une représentation du ceinturon Wapum à deux rangées. Le ceinturon Wapum à deux rangées est un symbole fondamental des Haudenosaunee ou Iroquois, est un exemple clair de la manière dont les peuples autochtones enregistraient leurs accords et leurs lois. Fabriqué à partir de la coquille d'un yelk, ou qu'on peut appeler plus l'escargot des mers, ce ceinturon est composé de perles violettes et blanches, qui représentent les principes clés tels que l'amitié, la paix et le respect mutuel. Utilisé lors des cérémonies et des réunions officielles, le ceinturon a servi d'enregistrer les traités et les accords, agissant à la fois comme un document diplomatique et un moyen mémotechnique. Le ceinturon Gust-Wenta, signé en 1613 entre les Haudenosaunee et les Néerlandais, est un exemple emblématique. Il illustre l'idée des deux peuples vivant côte à côte, dans le respect de leur identité et de leur mode de vie, un concept qui a perduré dans le traité suivant avec les Français et les Britanniques. Section 2. Les traités de paix et d'amitié. Les premiers traités formels entre les peuples autochtones et les Européens étaient en accord de paix et d'amitié, souvent négociés entre les Français au début du 18e siècle. Ces accords étaient principalement destinés à sécuriser les alliances militaires contre d'autres puissances coloniales et à faciliter le commerce des fourrures. Ces premiers traités ne concernaient pas la cession de terres, mais établissaient des engagements de non-agression et de coopération. Au fur et à mesure de l'évolution des relations coloniales, ces traités ont été renouvelés et revisés pour aborder de nouvelles questions, comme les droits de chasse, de pêche et les territoires. Toutefois, l'objectif était toujours de maintenir la paix et de favoriser la coopération. Passons maintenant à la proclamation royale de 1763 et les traités du Haut-Canada. Après la guerre des 7 ans, la proclamation royale 1763 a établi un nouveau cadre pour les relations entre les peuples autochtones et la Grande-Bretagne. Elle reconnaissait les droits territoriaux des peuples autochtones et stipulait que les terres autochtones ne pouvaient être cédées qu'à travers des traités. Ces principes ont été appliqués dans les traités du Haut-Canada qui suivit la proclamation royale et ont permis d'établir les nouvelles relations coloniales. Cependant, la mise en œuvre de ces traités a suscité des interprétations différentes et a donné lieu à des tensions, notamment en ce qui concerne les droits territoriaux et les compensations. Ces questions ont continué d'alimenter les discussions tout au long de l'histoire coloniale. Petit bonus, dans l'esprit des chefs, les traités étaient signés pour justement donner libre accès aux coloniaux. Libre accès pour chasser, pêcher sur le même territoire qu'eux. Pour eux, ça ne donnait pas plein pouvoir de possession sur ces terres, ça partageait le territoire. La fin des alliances militaires et les traités Robinson. Au fur et à mesure que la colonisation se poursuivait et que les Britanniques affirmaient leur domination en Amérique du Nord, les relations militaires entre les peuples autochtones et les colons ont commencé à se dissiper. Les traités ont évolué pour inclure des enjeux liés aux ressources naturelles et à l'accès aux terres. Les traités de Robinson, signés dans les années 1850, ont abordé explicitement la question des droits territoriaux des peuples autochtones dans le cadre de l'expansion coloniale vers l'Ouest. Ces traités ont garanti un certain accès aux ressources naturelles et ont offert des compensations financières, bien que souvent insuffisantes pour compenser la valeur des terres cédées. Les traités de Douglas et l'expansion vers l'Ouest. Le traité de Douglas, signé dans la région de la Colombie-Britannique entre les années 1850 et 1854,
ont réglé la question des droits fonciers tout en reconnaissant les droits des peuples autochtones à utiliser les ressources naturelles pour leur subsistance. Toutefois, ces accords ont été controversés et ont suscité des protestations parmi les communautés autochtones qui ont contesté la portée de ces traités et leur impact à long terme sur leur mode de vie. Ces traités ont marqué un tournant dans la manière dont les terres autochtones étaient abordées par les autorités coloniales, et en particulier dans le contexte de l'expansion vers l'Ouest. Passons maintenant au traité numéroté et la Confédération du Canada. Avec la Confédération du Canada en 1867, le gouvernement canadien a intensifié ses efforts pour négocier les traités avec les peuples autochtones, en particulier dans le cadre de l'expansion vers l'Ouest, faciliter la construction du chemin de fer transcontinental. Entre les années 1871 et 1921, 11 traités numérotés ont été conclus, couvrant principalement les prairies et l'Ouest canadien. Ces traités ont impliqué la cession de vastes territoires autochtones en échange de compensations, comprenant des paiements annuels, des terres réservées et des promesses de services gouvernementaux. Cependant, les peuples autochtones ont rapidement constaté que les termes de ces traités étaient souvent mal interprétés et non respectés. De nombreuses communautés ont contesté la gestion des terres réservées et les politiques d'assimilation mises en place après la signature des traités. Les promesses non tenues et les revendications modernes. Les peuples autochtones ont commencé à soulever des revendications pour la reconnaissance de leurs droits dans le cadre des traités, en particulier au milieu des années du 20e siècle. Le gouvernement canadien a progressivement reconnu les droits des peuples autochtones comme stipulés dans les traités devraient être respectés. Cela a conduit à la signature d'accords et de revendications territoriales, comme l'accord Nisga'a en 1998 et la loi sur les terres des Inuits visant à réconcilier les droits historiques avec les réalités contemporaines. Les processus de négociation et de revendication territoriale ont permis la création de nouvelles entités politiques et à la reconnaissance des droits territoriaux et de gouvernance des peuples autochtones. La réconciliation et le processus de guérison. La réconciliation est aujourd'hui au cœur du dialogue entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. Les commissions de vérité et de réconciliation, créées en 2008, ont cherché à mettre en lumière les injustices du passé et à recommander des mesures pour instaurer des droits des peuples autochtones. La guérison passe par l'éducation, la réparation des torts historiques et à la création de structures politiques permettant aux peuples autochtones de retrouver leur autonomie et de participer activement à la gestion de leurs terres et ressources naturelles. Les traités ont donc joué un rôle central dans l'histoire des relations entre les peuples autochtones et les colonisateurs. Si ces accords ont souvent été source de conflits et de malentendus, il en demeure un élément fondamental de l'identité des droits des peuples autochtones. Aujourd'hui, les efforts de réconciliation et de revendication modernes cherchent à réparer les injustices du passé et à construire un avenir respectueux des droits des peuples autochtones. Interprétation autochtone des traités numérotés. Introduction de l'esprit des traités et des différences culturelles. L'interprétation des traités numérotés signés entre les Premières Nations et le gouvernement canadien varie considérablement entre deux parties. Les différences culturelles et linguistiques ont influencé la divergence d'interprétation du contenu des accords. Pour les peuples autochtones, ces traités étaient perçus comme des accords de coexistence pacifique et de partage de ressources entre les nations souveraines. Cependant, du point de vue du gouvernement canadien, ces traités symbolisaient la cession totale des terres autochtones en échange de certaines garanties et de provisions. L'esprit et l'intention des traités. Les Premières Nations comprenaient les traités comme des accords de partage et non des actes de cession. Par exemple, lors des négociations du traité numéro 6, un aîné s'interrogeait sur la capacité du gouvernement à nourrir son peuple, soulignant la confiance que les communautés autochtones avaient dans la terre pour les subsister. Les leaders autochtones pensaient que les traités garantissaient une aide continue, une protection et une coexistence pacifique.